tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager des phrases qui m'aident dans ma parentalité. Ce sont des phrases qui m'aident à être ce que j'appelle un parent efficace. Qu'est-ce qu'un parent efficace déjà? C'est un parent qui s'écoute, qui écoute son enfant, qui est capable d'écouter ses besoins, d'écouter les besoins de son enfant et de les faire respecter et de respecter aussi les besoins de son enfant. C'est une parentalité dans laquelle il y a beaucoup de liberté. On n'impose pas, on propose à l'enfant. On se propose aussi à soi-même certaines choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas. C'est une parentalité où on s'écoute l'autre, on est dans la bienveillance, dans l'amour, dans le respect. Et c'est aussi une parentalité dans laquelle on est humain. Parce que c'est important de le rappeler. Euh, les parents sont des êtres humains avant tout, avant d'être parents. Et nier cette nature humaine, c'est être c'est voué à l'échec. Clairement, euh, ce que j'entends par là, c'est dans notre parentalité, on va vivre des émotions parfois fortes. Parfois, on va se mettre en colère, parfois, on va crier. L'idée, c'est pas de dire que ça n'existe pas, c'est pas non plus d'encenser ces moments-là, c'est d'expliquer que ça arrive. Et ce qui est plus important que crier ou pas crier, menacer ou pas menacer, c'est le sens qu'on va donner à ce qu'on va faire derrière et arrêter de faire des choses qui nous conviennent pas et faire plus de choses qui nous conviennent. Et l'idée, enfin, générale dans la parentalité efficace, c'est de toujours privilégier la qualité de la relation et de faire des choses qui assurent systématiquement la qualité de relation avec les enfants, nos enfants, avec notre conjoint et avec nous-mêmes également. Des phrases, il y en a beaucoup. Ce sont des croyances, ce sont donc des phrases qui m'aident, ce que j'appelle des présupposés dans le programme d'accompagnement. Euh, et ces phrases-là, elles sont tellement ancrées en moi que ça m'a demandé un peu de temps de les ressortir, de les mettre à nu et de les expliquer. Donc je vais vous en partager 5 aujourd'hui. Mais avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Sylvain Callard-Marchand, je suis coach parental. Et ce que je fais, c'est que j'accompagne les parents à retrouver la sérénité en famille grâce à des méthodes qui sont simples et efficaces. Alors, une première de ces phrases que j'ai au quotidien avec moi, c'est: la vie, c'est 10% de ce qui nous arrive et 90% le sens qu'on y donne. Ça, c'est vraiment très important et très aidant. Je trouve que c'est une vérité pour moi. C'est important et aidant parce que souvent, les parents et même les personnes d'une manière générale vont avoir tendance à subir ce qui se passe, de vivre en mode automatique et à ne jamais mettre de la conscience sur ce qu'on fait et surtout à ne pas assumer la responsabilité de ce qui arrive. Tout n'est pas de votre faute, mais c'est quand même plus simple de se dire qu'on est responsable de ce qui se passe. Pourquoi? Ça veut dire que quand on est responsable, on peut agir, on peut passer à l'action. Alors que quand on est en train de subir, qu'on dit que c'est toujours les autres, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon mari, c'est mon conjoint, c'est la situation, c'est l'école, c'est les copains. En fait, on se donne jamais le pouvoir d'agir. Parce que si ce sont les autres, ce n'est pas nous. Et si c'est les autres, on peut rien faire. Alors que si c'est nous, c'est facile. On dit souvent qu'il est difficile de changer les autres, c'est vrai. Parce que si l'autre n'a pas envie de changer, il ne changera pas. Toutefois, on peut se changer soi. Parce que pour se changer soi, il suffit juste d'une décision, de se dire qu'aujourd'hui, je change. Alors, vous pouvez prendre cette décision aujourd'hui, je change, j'arrête de crier. Ok, qu'est-ce que je fais à la place? Quel sens j'ai envie de donner finalement à ça? Et si on prend notamment cet exemple de qu'est-ce qui est de ma responsabilité, qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est la même différence qu'entre le cercle de contrôle et le cercle d'influence. Là aujourd'hui, je fais cette vidéo, il pleut par moment, donc ça fait 3 fois que j'essaie de lancer la vidéo et par 3 fois il a plu. La pluie, ça fait pas partie de mon cercle de contrôle. Je ne peux pas décider s'il pleut ou non. Par contre, je peux choisir de mettre un parapluie au-dessus de ma tête et de cet ordinateur. Je peux choisir de me mettre sous le haut vent, je peux me choisir de
de tourner la vidéo à l'intérieur ou je peux choisir de le faire plus tard. Et la météo, c'est un bon exemple parce que souvent, les personnes conditionnent leur humeur à la météo. Donc quand il fait beau, ça va. Quand il pleut, ça va pas. Bah oui, c'est déprimant parce qu'il fait que de pleuvoir, surtout l'hiver. J'entends beaucoup ce genre de discours. Mais en fait, la pluie ou le beau temps, ça change rien. C'est un événement extérieur. C'est qu'est-ce que ça vient réveiller chez nous, qu'est-ce que ça active chez nous. Parce que c'est une information finalement. Et c'est le sens qu'on va donner à ça. Dans certains pays, notamment les pays nordiques, quand il pleut, on laisse les enfants jouer dehors. À l'école, c'est tout à fait normal de jouer dans la pluie. Et c'est même un moment qui est apprécié par les enfants parce qu'on peut faire des choses comme sauter dans les flaques d'eau, mettre de l'eau au visage, mettre de l'eau dans les plantes, voilà. Euh, Ici en France, c'est plutôt lorsqu'il pleut, on rentre, on ne sort pas. Il y a très peu de gens qui profitent de la pluie. C'est dommage parce que moi j'aime bien quand il pleut, parce qu'en général il y a personne dans les rues. Moi j'habite Paris, il y a quand même beaucoup de monde. Quand il pleut, il y a personne. Suffit juste de s'habiller, au final, contre ça. Alors bien évidemment, je parle pas des grosses pluies où là c'est le déluge, mais dans la majorité des cas c'est pas ça. Et donc on peut profiter. Donc quel est le sens que vous allez donner à ça? Je prends un autre exemple, c'est votre enfant vit un moment désagréable à l'école, je sais pas, un de ses copains l'a poussé, est tombé, et, euh, et là, vous avez le choix en fait du sens que vous allez donner à ce qui s'est passé. Le fait que votre enfant ait été bousculé par un autre enfant, déjà là, je suis en train de donner un sens. Parce que ce n'est pas une observation. Une observation, c'est neutre, sans jugement. C'est une description des faits. Comme si on était à l'armée ou si on était dans une procédure judiciaire type enquête. Quand vous écoutez les séries télé, si vous écoutez des séries télé sur ça, ou si vous avez une idée de comment ça se passe, ils vont dire, voilà, à 22h30, la victime était en train de regarder la télévision, à 22h35, elle s'est levée pour boire un verre d'eau, etc., etc., etc. Elle dit pas, à 22h30, l'autre, il était en train de se la couler douce dans le canapé, il faisait rien du tout. Non, ça, c'est un jugement. On observe. Et si votre enfant se fait bousculer à l'école, il se fait pousser comme dans mon exemple, l'observation, c'est un enfant a poussé mon enfant qui est tombé. Et éventuellement, on peut rajouter cela l'a fait pleurer, si on est sûr que ce soit lié à ça. Ça, c'est une observation. Ensuite, quel est le sens? Si vous prenez ce morceau-là, uniquement de l'expérience, vous pouvez vous dire que le sens, c'est qu'en fait, l'autre l'a fait exprès. Il l'a poussé volontairement. Et donc, il voulait se venger. Il a voulu faire du mal à votre enfant. Si vous vous racontez ce genre d'histoire, dans quel état d'esprit ça va vous mettre? Très honnêtement, il y a de grandes chances que vous soyez énervé, en colère, que vous ressentiez aussi un besoin de justice, et que vous aviez juste une chose, c'est d'aller voir l'autre enfant, et clairement lui en mettre deux, quoi. Souvent, ce qu'on me dit, c'est ça, hein. Clairement, c'est on va vouloir retourner la violence perçue contre l'auteur. Maintenant, si dans l'histoire complète, vous vous rendez compte que l'enfant a trébuché sur un ballon, et qu'en fait, en voulant se rattraper, il a mis les mains en avant, et qu'il a fait tomber votre enfant. Quel sens vous allez donner à cette histoire? Ça n'a pas du tout la même chose, ça n'a pas du tout la même vision, ça n'a pas du tout le même sens. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est de comprendre que ce n'est pas ce qui arrive qui nous définit, c'est le sens que vous allez y donner. Un autre exemple que j'aime bien, et je terminerai là-dessus pour cette phrase, c'est là, il y a eu les Jeux Olympiques, et il y avait une jeune fille, je crois qu'elle faisait de la gymnastique, qui pleurait parce qu'elle n'avait pas eu de médaille d'or. Et son père l'écoute, est là, et elle dit je n'ai pas gagné. Et son père lui dit oui, tu n'as pas gagné aujourd'hui. Et ça peut être juste un mot, juste une idée comme ça. En fait, c'est très puissant. Parce que ça permet de recadrer ce côté je n'ai pas gagné aujourd'hui. Potentiellement, ça veut dire que hier, tu as pu gagner, demain, tu as pu gagner. Et par un seul mot, on arrête le sens, on limite le sens à l'expérience qui s'est passée là. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ces Jeux Olympiques, là, maintenant, dans cette épreuve, avec ces personnes-là, dans cette ville, ce jour-ci, tu n'as pas gagné.
aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Et ça, vous avez le pouvoir de le faire, vous parents. Et vous pouvez même le faire avec vous-même, tout le temps. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser 3 mots qui sont très puissants, qui permettent justement de bien cadrer les choses. C'est pour le moment. Au lieu de dire, de toute façon, moi je sais pas jardiner. Moi, de toute façon, moi je sais pas courir. Moi je sais pas du tout faire ce qu'ils font. Je sais pas faire de basket. C'est tellement différent de je ne sais pas faire du basket pour le moment. Je ne sais pas jardiner pour le moment. Je ne sais pas courir 5 km pour le moment. Parce que ça, quand vous dites ça, vous pouvez observer la différence que ça fait à l'intérieur. Vous remarquez que vous ouvrez un potentiel. Quand vous dites pour le moment, vous limitez cette impossibilité à un moment précis. Ça veut dire que potentiellement votre cerveau comprendra que demain c'est possible. Ça veut dire que pour les enfants, s'ils n'arrivent pas à une compétition, vous pouvez dire pour le moment, tu n'as pas réussi. Mais moi je crois que demain tu puisses le faire. C'est ça le sens que vous allez donner à un événement. La deuxième phrase qui m'aide beaucoup, c'est il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Ça c'est très puissant. C'est très puissant parce que c'est tellement aidant pour soi toujours, mais tellement aidant pour les enfants. Aujourd'hui en France, on est dans une scolarité qui va sanctionner. Donc sanctionner, c'est pas négatif, c'est-à-dire qu'il va marquer par des images, des bons comportements, et par l'absence d'images ou par aller au coin des mauvais comportements. On va aller valoriser par des bonnes notes les choses qui sont bien faites et sanctionner négativement par une mauvaise note des erreurs. Et en fait, le souci, c'est que quand on fait ça, on peut vite faire une confusion entre les erreurs et les fautes. Une erreur, c'est simplement quelque chose qui n'a pas fonctionné et qu'on peut corriger pour demain. Une faute, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a une culpabilité derrière. C'est une faute égale sanction. Si on fait une faute de conduite, si on roule trop vite, sanction, amende, retrait de points sur le permis. C'est pas la même chose que une erreur où là on peut se dire ok, comment tu peux faire la prochaine fois pour faire différemment et éviter de reproduire ce qui s'est passé. Et ça c'est important. C'est pour ça que si un enfant n'arrive pas pour le moment à faire son prénom correctement, vous pouvez valoriser ce qu'il fait bien et lui dire que ok, ça ne fonctionne pas. Comment tu peux faire en sorte que tes boucles soient mieux faites? Et ça permet à l'enfant de comprendre qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des apprentissages. Et un petit tips que je peux vous donner, c'est de dire à vos enfants, ok, qu'est-ce que tu as appris? T'as pas réussi? Je note. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu sais déjà faire? Et ça, c'est très puissant pour donner aussi un sens différent à ce que l'enfant n'a pas réussi à faire. Deuxième conseil, c'est observer, n'est pas juger. Il y a une confusion, très souvent, entre ce que j'observe et ce que je vais juger. Alors, juger ici n'est pas négatif, c'est juger dans le sens interpréter. Il y a une grosse différence entre ce qu'on observe et ce qu'on interprète. Et l'observation, c'est une compétence qui s'apprend et qui n'est pas toujours naturelle, surtout lorsqu'il y a beaucoup d'émotions. Observer, c'est être capable de décrire ce qui se passe factuellement, sans mettre d'émotion, en décrivant des actions. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, un enfant pousse un autre dans la cour. S'il y avait du jugement, ça serait un enfant a poussé violemment l'autre dans la cour. Un enfant a fait exprès de pousser l'autre parce qu'il était en colère. Ça, ce sont des jugements. L'observation, c'est à 10h37, Michael, enfant A poussé Georges, enfant B, dans la cour. Georges est tombé par terre sur les mains. Il a saigné un petit peu, a pleuré et est allé voir une maîtresse. Ça, c'est une observation. Tout le reste, ce seront des jugements. Et il faut bien comprendre que quand on est dans l'observation, on est simplement là pour accueillir ce qui se passe et constater que c'est là, constater ce qui s'est passé. Et c'est important de bien rester dans l'observation parce que dans l'observation, il n'y a pas de jugement et il n'y a pas non plus d'interprétation. On ne va pas présupposer des choses que l'autre fait, que l'autre dit.
que l'autre pense. On va simplement constater que quelque chose s'est passé. Et c'est la différence entre la perception, ce qui passe par mes sens, et tout ce qui va se passer après dans notre cheminement. La perception, c'est donc quelque chose que je vois, que j'entends, principalement. Il peut y avoir quelque chose que je ressens au niveau corporel. Ça va être par exemple un toucher. Ça va être par exemple des frissons, éventuellement. Ça, on peut le décrire parce qu'il n'y a pas de jugement associé à ça. Et un des premiers travaux qu'on peut faire en tant que parent, c'est observer plus souvent comment nous, on agit avec nous-mêmes. Si par exemple, vous savez que quand votre belle-mère va vous faire une remarque sur l'éducation de vos enfants, et que votre conjoint à ce moment-là ne vous soutient pas et laisse passer les choses, vous risquez de ressentir de la colère parce que vous trouvez que c'est injuste, et parce que vous êtes aussi peut-être triste que vous auriez voulu vous sentir respecté à ce moment-là et soutenu par votre conjoint. Je dis ça parce que c'est très souvent des cas que les parents accompagnent vivent. Et l'idée, c'est de dire, quand il y a ce déclencheur externe, qui est une phrase de la belle-mère, il va se produire pas mal de choses en moi. Et la première chose, l'observation, c'est j'entends cette phrase de la belle-mère. Ça, c'est l'observation. Quand j'entends la phrase de la belle-mère sur l'éducation de mes enfants, c'est le début du process. Et tout ce qui va suivre, c'est automatique. C'est automatisé, ça se fait tout seul, c'est l'inconscient qui va vous envoyer automatiquement les choses. Et en fait, vous vivez à ce moment-là en mode automatique. Le fait d'observer, c'est de mettre un silence entre la réaction qui se produit. Donc juste après le déclencheur, il va y avoir une réaction émotionnelle. Ah ben ça, vous la laissez passer. Vous observez ça, que vous ne faites rien. Alors je sais que ça peut paraître bizarre en public notamment, surtout avec d'autres personnes, notamment la belle-mère. Donc commencez peut-être juste par observer des sentiments qui sont faciles, comme la joie, et de laisser passer cette émotion-là. Parce qu'une émotion, ça va durer au maximum 5 minutes. Ce qui suit, c'est un sentiment. Un sentiment, c'est une construction mentale. C'est des histoires que vous vous racontez. Et un sentiment, ça se déconstruit. Une émotion, ça se vit. Donc, vous pouvez simplement observer ce qui se passe et décrire à vous-même ou même à voix haute, si vous êtes OK avec ça, ce qui se passe avec des mots simples. Si je prends un autre exemple, si vous avez une amie qui vous téléphone en vous disant ce qui s'est passé dans sa journée, que elle a eu une difficulté au travail et que des collègues se sont moqués d'elle, par exemple, essayez de faire en sorte, dans l'écoute, de reformuler ce que votre ami vous dit, mais en étant simplement factuel. C'est-à-dire là, j'ai dit que ses collègues s'étaient moqués d'elle. Okay, qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement? Ils m'ont dit que je n'avais pas à prendre ce dossier parce que j'étais pas compétent. Là, on commence à avoir quelque chose de factuel, avec un déclencheur spécifique, qui est quand j'entends finalement que je ne dois pas prendre ce dossier parce que je ne suis pas compétente, bah moi, ça me renvoie à quelque chose d'autre, une image de moi, une colère. Et bien, quand on est sur le déclencheur, on peut simplement observer, ok, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? J'ai ressenti de la colère, et il y a peut-être d'autres choses qui vont venir. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre qu'il va se passer des choses, et que tant qu'on n'observe pas, on ne peut pas grandir en fait. On ne peut pas comprendre totalement le message qui se joue à ce moment-là. Observer n'est pas juger. La quatrième phrase qui m'aide beaucoup, notamment en parentalité, lorsqu'il y a un souci avec l'enfant qui ne veut pas coopérer. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui veulent plus de coopération avec leurs enfants. C'est, si ce que vous faites ne fonctionne pas, faites autre chose ou jouez. Ça ne sert à rien de répéter 3 fois une consigne à un enfant. 2 fois, c'est le maximum. Parce que si à 2, ça ne marche pas, à 10, ça ne marchera pas. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, si vous dites quelque chose à votre enfant et qu'il ne coopère pas,
c'est qu'il y a un problème de connexion avec l'enfant. Vous n'êtes en gros pas connecté à lui. Ça, c'est souvent les parents qui sont dans la cuisine, qui sont en train de faire quelque chose, et ils vont dire à leurs enfants « à table !» Et les enfants, ils sont en train de faire autre chose. Et en fait, les enfants, ils font rien. Du coup, ils n'entendent pas, parce qu'ils sont pas connectés, ils sont en train de faire leur activité, vivre leur vie, en fait, d'enfant. Et nous, on pense que parce qu'on a dit une fois à table, ils sont censés venir comme ça. Sauf que nous, on a dit à table, on l'a entendu, donc on sait qu'il faut que nous-mêmes, on aille à table, parce qu'on sait aussi que le repas va être prêt. Mais les enfants, s'ils sont concentrés sur autre chose, ils vous entendront pas. Donc là, on va le répéter une deuxième fois, une troisième fois, et c'est là où on va s'énerver, on va crier, on va sortir des phrases comme de toute façon, ça fait 3 fois que je vous appelle, vous comprenez pas, c'est possible, vous avez les oreilles bouchées ou quoi, puis si en plus on est en colère de toute notre journée, bah tout peut ressortir à ce moment-là. En fait, la connexion, elle y était pas. Donc ça sert à rien de continuer à répéter des choses. C'est préférable d'arrêter, de même pas dire à table la première fois, c'est d'aller les voir, de les regarder dans les yeux, et vous dites, on va manger. Tu peux arrêter de faire ce que tu fais et m'aider peut-être à mettre la table, vous pouvez même demander quelque chose. Mais là, on gagne du temps, parce qu'on est connecté directement avec l'enfant et on lui fait une demande qu'il est en mesure d'entendre, de traiter et d'accepter ou non. Et si ça ne marche pas, vous pouvez donc jouer, notamment le matin. Combien de parents me disent que le matin, c'est compliqué parce que l'enfant veut pas faire, veut pas s'habiller, veut pas mettre ses chaussures, tout ça. Si vous regardez les chaussures, et vous dites par exemple, vous les prenez dans les mains et vous dites oh j'aimerais bien que quelqu'un me porte aujourd'hui s'il vous plaît, s'il te plaît, ah au secours, quelqu'un peut m'aider, et que vous regardez l'enfant, je peux vous dire que le premier truc qu'il va faire, c'est de dire donc c'est bon, je vais mettre mes chaussures, je vais y aller tout de suite parce que je peux le faire. Et après vous faites mais oui super, oh je suis trop content. Ça marche tout le temps. Vous pouvez faire ça avec la brosse à dents, avec le peigne, avec le gant, tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire parler des objets. Et ça marche très très bien. Vous pouvez faire parler les doudous aussi. Et vous allez jouer. Non seulement ça va pas vous coûter en énergie, en plus c'est très drôle à faire et les enfants ils adorent ça. Franchement, le jeu, ça marche tout le temps. C'est très efficace sur la période 0-10, 0-10 ans. Mais ça marche tout le temps. C'est juste que les jeux changent, la forme des jeux change. Mais je peux vous assurer que le jeu, ça marche tout le temps. Et enfin, la dernière phrase, qui est une des plus importantes pour moi, qui est peut-être la plus dure à mettre en place dans sa vie. C'est une phrase de Haim Ginott, qui est psychologue et qui a accompagné énormément de parents et d'enfants. C'est ne privez pas les enfants d'une expérience de maturation et ne leur coupez pas de leurs rêves non plus. Une expérience de maturation, c'est une expérience dans laquelle l'enfant est seul face à une difficulté et qui doit trouver lui-même la solution. Et très souvent, les parents vont donner les solutions aux enfants. Ils vont proposer même des solutions que l'enfant est libre d'accepter ou non. Ou ils vont même carrément l'imposer. En fait, ça c'est efficace à court terme, mais à très long terme, vous ne développez pas l'autonomie de vos enfants. Vous ne faites pas en sorte qu'ils soient des enfants qui soient capables de régler leurs propres problèmes. Et une expérience de maturation, c'est ça. C'est à un moment donné, j'ai un problème, l'adulte peut être là en soutien, il peut appuyer quelque chose, mais il va pas faire à la place de l'enfant. Et oui, ça veut dire qu'à un moment donné, vos enfants auront vivre des frustrations. Ou oui, ça peut vouloir dire qu'à un moment donné, ils vont être en colère. Oui, parfois ils vont être en colère contre vous. Mais là, faut pas lâcher. Il faut qu'ils aillent vivre leurs expériences de maturation. Parce que les plus grands pas que vous allez faire dans votre vie, c'est lorsque vous allez vivre une expérience de maturation avec succès. L'idée, c'est pas de les faire vivre en insécurité émotionnelle et physique. C'est ça le premier rôle d'un parent, c'est d'assurer la sécurité physique et émotionnelle de vos enfants. Mais à un moment donné, il faut qu'ils y aillent. Il faut qu'ils aillent vivre jusqu'au bout. Parce que sinon, ils ne pourront pas pleinement prendre conscience de l'expérience et en tirer des apprentissages. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Et l'autre point, c'est, si ici, c'est les côtés expériences négatives, il y a les expériences positives, c'est les rêves des enfants. Et je pense que le premier tueur de rêves, c'est le parent. Mais il ne le fait pas consciemment, en fait, c'est largement inconscient parce que nous-mêmes, on a été privés de nos propres rêves étant enfants et on a du mal à proposer autre chose que ce qu'on a eu nous en tant que parents, sauf à faire un travail sur soi, bien évidemment. Et combien de parents disent à leurs enfants, quand ils font du sport, non mais c'est bon, pas besoin de se surentraîner, non mais ça va, c'est trop difficile pour toi, ah tu vas pas y arriver.
Et donc en fait, l'enfant ne peut pas explorer ses capacités pleinement. Ça ne veut pas dire qu'il va y arriver. Ça veut dire qu'en fait, on lui met un frein, on lui met une limite, alors que lui-même n'a pas testé sa limite. On lui met une limite mentale, alors que lui-même n'a pas testé sa limite physique. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que ça veut dire qu'on va lui recouper d'un rêve. Et je sais que moi, la première fois quand mes filles sont allées à l'escalade, elles ont monté un mur qui faisait 4,50 m de haut. Elles devaient avoir 3 ans, je pense. Et quand elles ont passé le niveau de mon visage, je me dis, mais elles vont tomber en fait. Elles vont se faire mal, elles vont chuter, elles vont se blesser, il faut que j'intervienne. Et là, j'ai observé mon comportement, j'ai observé ma réaction, et j'ai laissé faire. Parce que c'était une partie de moi qui parlait, une partie de moi terrorisée, qui avait peur, mais qui n'était pas la vérité. Et vous savez combien de fois elles sont tombées? 0 fois. Elles ne sont jamais tombées. Alors maintenant, elles sont plus grandes, elles ont 6 ans. Elles font aussi de l'escalade avec des rappels, donc des cordes qui les tiennent automatiquement. Mais en fait, elles ne sont jamais tombées. Parce que je fais confiance en leurs capacités et je ne leur coupe pas de leurs rêves. C'est pas moi qui vais leur dire tu peux le faire ou tu peux pas le faire. Ben, je sais pas, teste, vois, fais-toi confiance. Et ça permet aussi de développer la confiance de nos enfants en eux, en leurs capacités. Leur capacité à trouver des solutions, leur capacité à explorer. Et s'ils n'y arrivent pas, bah, on les prive pas d'une expérience de maturation. Okay, qu'est-ce que tu as appris sur toi, sur tes limites? Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu ferais les choses différemment? Et à aucun moment, on va placer de limites hautes ou de limites basses. On les laisse vivre leur expérience. Ça s'apprend, ça demande du temps. Et ça demande aussi de faire la paix avec nous-mêmes parce que souvent, on nous a mis des limites. On nous a coupé de nos propres rêves. D'ailleurs, vous pouvez penser au métier que vous vouliez faire quand vous étiez petit. Est-ce que c'est le métier que vous faites aujourd'hui? Peut-être. Et si c'est le non, si c'est pas le cas, qui vous a empêché d'y croire? Et très souvent, c'est pas vous-même. Ou si c'est vous-même, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes dit ah bah non, moi je peux pas devenir vétérinaire parce que les mathématiques c'est trop dur. Ben, si vous êtes le parent de cet enfant-là, vous pouvez lui poser la question fais dire que c'est trop dur pour toi. De quoi tu aurais besoin pour que ce soit plus facile? Et imaginons que ce soit un prof particulier. Ben, si vous avez les moyens et que vous souhaitez le faire, ben, peut-être que votre enfant pourra devenir vétérinaire. Vous voyez, c'est se poser ces questions-là et se dire que la seule personne qui doit être capable de s'arrêter, c'est l'enfant. Parce que peut-être qu'il n'y arrivera pas pour plein de raisons, mais pas parce qu'on lui a dit que ce n'était pas possible. Parce qu'il est allé jusqu'au bout de son expérience et il s'est dit ok là, c'est pas possible pour moi. Voilà les 5 phrases qui m'accompagnent dans ma parentalité. Il y en a beaucoup plus. J'ai souhaité choisir celle-là parce qu'elle me parle beaucoup. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter, m'envoyer un message et je me ferai un plaisir de vous répondre en tout cas. Très belle journée à vous et à bientôt.